Ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Oh là là, les contes de fées ont l'air si mignons et si simples, sans doute grâce à Disney. C'est toujours la même trame avec des héros bons jusqu'à l'écœurement. Blanche-Neige est tout sauf une oie blanche. Le monde évolue, les contes non. Et pourtant, ils sont toujours aussi populaires. Alors, quel est leur secret pour traverser les âges? On voit ça tout de suite. Déjà, définissons ce que n'est pas un conte. Ce n'est pas une légende qui a une base historique. Ce n'est pas non plus un mythe qui, lui, est à l'origine d'une civilisation. Et on oublie la fable qui a une morale claire, alors que la morale des contes a tendance à flirter avec l'interdit. Jack est un voleur, hein? Haricot magique ou pas, ogre ou pas, pour se nourrir ou pas, on est d'accord, un vol reste un vol. Les contes sont des histoires populaires qui se basent sur la culture locale avec un arc narratif simple. Le héros qui vit sa vie tranquillement, le méchant qui intervient, le héros qui part en quête, qui se fait aider de manière surnaturelle, et puis le méchant qui est puni, et puis le héros qui devient quelqu'un d'autre. C'est la transmission orale qui s'est chargée d'enrichir le squelette de chaque histoire. Il y a tellement de versions que l'on est vite tenté de prendre des contes pour plus anciens qu'ils ne pourraient l'être. Par exemple, les récits de Perrault ont inspiré ceux de Grimm, qui ont eux-mêmes inspiré ceux d'Andersen. La petite sirène serait une invention d'Andersen. Sachant qu'un conte peut avoir différentes versions aux quatre coins du monde, cela fait beaucoup de travail pour les folkloristes, mais l'homme à abattre pour eux, c'est Walt Disney. Il a standardisé les contes de fées, c'est comme au fast-food, hein, c'est toujours bien calibré pareil. Quand on veut se déguiser en Cendrillon, aujourd'hui on reproduit celle de Walt Disney, alors qu'elle a quand même 345 versions dans le monde. C'est du très bon marketing et il n'est pas le seul à avoir réussi sa com dans le domaine. Les frères Grimm, avant eux, les contes, c'était tout public. Ils ont sciemment changé des éléments des récits recueillis ou créés pour l'adapter aux enfants. Voici comment cela s'est passé. Nous sommes en pleine expansion napoléonienne. Bibliothécaires et folkloristes, les deux hommes craignent que la culture allemande ne disparaisse à l'ombre des ailes de l'aigle français. Donc, ils décident de recueillir des histoires populaires. Leur premier livre s'intitule « Contes de l'enfance et du foyer ». C'est un bide. La critique le trouve fade, malgré des scènes poignantes de femmes enceintes abandonnées en pleine forêt. Ils se disent « D'accord, donc changeons de cible et adaptons les histoires pour les enfants ». Et là, ça marche du tonnerre. Alors, bien sûr, les enfants à cette époque vivaient dans un monde où on ne cachait pas la violence. Donc, résultat, nous avons droit à des yeux crevés, des pieds mutilés. Mais attention, cette violence n'est jamais gratuite. Elle est source d'enseignement. Petite chochotte s'abstenir. Oui, je parle de toi, cousin Duncan. Le monde est cruel. Dans les premières versions du Petit Chaperon Rouge, celle-ci se faisait dévorer avec sa grand-mère sans que personne ne vienne les sauver. Blanche-Neige, avant de se faire avoir par une pomme, s'est quand même d'abord faite étrangler avec des lacets et empoisonner avec un peigne. La même Blanche-Neige va se débarrasser de sa belle-mère le jour de son mariage en la forçant à danser dans des chaussures en fer chauffées à blanc. Action-réaction. Le monde est féroce, il faut faire attention, surtout quand on est un enfant. Le Petit Chaperon Rouge, par exemple, est victime d'un prédateur déguisé en adulte en qui on a confiance. Et d'ailleurs, si on reprend les versions les plus anciennes de cette chère Cendrillon, on le remarque tout de suite. Dans les adaptations les plus récentes, la maltraitance physique et psychologique est survolée parce qu'elles utilisent comme base la version de Charles Perrault de 1697 qui parle des abus, mais de manière beaucoup plus légère. Hein. C'est de la gnognotte par rapport à des versions qui ont précédé celle de Charles Perrault. Dans la version italienne du conte Cenerentola de Giambattista Basile, la jeune Zezzola est incitée par sa gouvernante à tuer sa cruelle belle-mère et après ce meurtre, la gouvernante épouse le père de Zezzola et devient ensuite tout aussi tyrannique avec elle, la transformant en une servante maltraitée surnommée Cat Cinderella.
Cette histoire montre non seulement la cruauté et l'abus, mais aussi un cas extrême où le personnage principal est complice d'un meurtre pour échapper à sa situation de vie difficile. La version des frères Grimm, Aschenputtel, elle, ajoute aux éléments violents des éléments macabres. L'héroïne se fait aider par un arbre qui pousse sur la tombe de sa mère. Quant aux belles-sœurs, elles se mutilent les pieds pour pouvoir les faire rentrer dans la pantoufle de verre. Histoire de bien rappeler aux enfants la brutalité de leurs ambitions. Même la justice n'y va pas de main morte. Lors du mariage d'Aschenputtel, les colombes picorent les yeux des deux sœurs comme châtiment. Bon, remarquez, dans la version chinoise, la belle-mère meurt écrasée par des rochers dans une grotte. Les contes nous alertent aussi sur les conséquences de nos souhaits quand ceux-ci sont exaucés. Dans Le Roi Grenouille, la princesse doit honorer sa promesse de vivre avec la grenouille alors qu'elle n'en a pas du tout envie. On parle quand même d'Abatracia à Berck. Ajoutons à ça un témoignage parfois scandaleux sur la morale de l'époque et les contes de fées deviennent un cocktail explosif. Alors pour illustrer ça, nous partons sur le conte de la Belle au bois dormant. Pour résumer une des versions, elle se marie avec le roi après que la reine qui voulait se débarrasser d'elle et des enfants ait été exécutée. Alors, tout est bien qui finit bien, sauf qu'il y a quand même eu adultère, mais surtout une agression. Ah ben oui, parce que l'héroïne dormait quand le roi a profité d'elle. Que faisaient pendant ce temps les trois fées aux soi-disant super pouvoirs? Je me pose encore la question. Et la pauvre petite, elle épouse son bourreau. En termes de messages positifs, j'ai vu mieux. D'ailleurs, faites bien attention, les héroïnes sont généralement passives, tandis que les princes sont les sauveurs. Quant aux méchants de service, ce sont principalement des femmes, figures maternelles ou femmes de pouvoir. La belle-mère. Le père est aux abonnés absents. Beaucoup de théories circulent à ce sujet, vous vous en doutez, les psychanalystes s'y sont donnés à cœur joie. Pour les freudiens, les contes sont une manière déguisée d'expliquer le complexe d'Oedipe aux enfants. Oui, c'est une lutte de pouvoir entre la mère et la fille pour le cœur de papa. C'est surtout qu'il y avait un fort taux de mortalité en couche, et ces messieurs, ils ne restaient pas veufs longtemps. Les contes de fées ont beau avoir une base simpliste, ils véhiculent des vérités fondamentales et abordent des sujets de fond qui parleront toujours aux humains que nous sommes, quel que soit le lieu, l'époque et la situation sociale.